souhaite la bienvenue ce soir à l'Institut français de Bagdad. مساء الخير ومرحبا بكم في المعهد الفرنسي في بغداد. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour une nouvelle soirée qui va nous amener à traiter, je dirais, d'un sujet de grand intérêt. En tout cas, j'espère que ça va susciter sans doute beaucoup d'interactions et beaucoup d'échanges ce soir. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de cette soirée. ويسعدني حقيقة تنظيم هذه المحاضرة والتي أتوقع أن يتخللها ويليها الكثير من ردود الأفعال والتواصل مع الباحث. Nous avons la chance d'accueillir donc l'universitaire française Alix Philippon, qui est ici ce soir et qui est venue de France spécialement pour cette soirée, qui est maître de conférence à Sciences Po à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. ونحن سعداء جدا أن نحتفي هذا المساء بالباحثة أليكس فيليبون، وهي من جامعة ساينس برو أن بروفانس من جنوب فرنسا، والتي نحتفي بها واستخدمناها من فرنسا من أجل أن تلقي محاضرتها هذه معنا. Alix va partager avec nous ce soir ses recherches sur le soufisme en Irak, recherches qu'elle a menées entre novembre 2021 et mai 2023, donc elle passait beaucoup de temps sur le terrain, au contact de la société irakienne pour mener ces recherches. واليوم سوف أتت ومعها بحوثها التي أعدتها في العراق بين متوسط 2020 و 2023، فترة قضتها في العراق وأعدت بحوثها عن الصوفية. Alors Alix sera accompagnée ce soir, elle sera rejointe un tout petit peu plus tard, après son intervention, par le journaliste espagnol Alejandro Matran, qui a tourné 2 documentaires en suivant Alix dans ses recherches sur le terrain en Irak. وسوف ينضم هذا المساء لاحقا الصحفي الإسباني أليخاندرو من أجل أن يشاركنا من خلال فيلمين قد أعدها مع تواجده مع الباحثة خلال إقامتها هنا في العراق. Alors, sur cette thématique, le soufisme, qui est donc l'objet de recherche d'Alix Philippon, effectivement, ça sera intéressant de partager donc ce regard et cette lecture scientifique, puisque c'est vraiment un travail de chercheuse qui vous est proposé ce soir et qui va permettre de mettre en lumière et en perspective la place de cette pratique, le soufisme, en Irak, qui dépasse évidemment très largement les frontières du pays et de l'Irak. وهذا المساء سوف تقوم الباحثة أليكس بالتحدث عن بحثها عن الصوفية، والتي سوف تتطرق إلى هذا البحث من الناحية العلمية البحتة عن هذا الموضوع المهم. On est très content ce soir de vous proposer cette soirée et cet échange autour de cette thématique, puisque ça s'inscrit vraiment pleinement dans la mission et dans l'ambition de l'Institut français en Irak. وسعيد جدا بأن يتم التطرق إلى هذا الموضوع المهم جدا في داخل المعهد الفرنسي في العراق. En effet, l'Institut français, depuis 70 ans, et j'en profite pour me réjouir de ce bel anniversaire que nous fêtons cette année des 70 ans de l'existence de l'Institut français à Bagdad. وحقيقة أود أن أنتهز هذه الفرصة من أجل التحدث عن الذكرى 70 لميلاد وبناء المعهد الفرنسي، وسعيد جدا بذكر هذا الرقم 70. Et donc cet événement avec Alix Philippon et Alejandro Matran sur le soufisme s'inscrit vraiment dans cet objectif de l'Institut français d'entretenir et de créer un dialogue continu entre la société française et la société irakienne autour de la culture, de la langue française, mais aussi développer la connaissance réciproque de nos 2 pays, de nos 2 cultures. Et donc cette soirée sur le soufisme s'inscrit vraiment pleinement dans cet objectif et je suis vraiment très content et je remercie Alix Philippon pour être venu spécialement de France pour cet échange ce soir.
وحقيقة يسعدنا هذا المساء بأن نحتفي بالباحث أليكس فيليبون وأيضا مع الصحفي وأليخاندرو من أجل خلق هذا التواصل مع الثقافة الفرنسية، ولكن أيضا من خلال ربط الجسور مع أيضا الثقافة العراقية والتحدث عن الصوفية والتحدث عن مواضيع ثقافية مشتركة ممكن أن تربط المجتمع العراقي والمجتمع الفرنسي. Donc ce soir, il s'agit d'une conférence, mais plutôt d'un débat, d'un échange interactif. Donc voilà, je crois que Alix va vous inviter vraiment à être le plus interactif possible et à ne pas hésiter évidemment à réagir, à partager aussi vos propres analyses, vos réflexions évidemment sur ce sujet. C'est vraiment l'objectif, c'est d'être dans une soirée d'échange. Donc évidemment, on compte évidemment sur vous pour alimenter la dynamique de cet échange ce soir. وحقيقة سوف تقوم الباحثة أليكس بطرح موضوعها، وطبعا سوف يكون بانتظار ردود أفعالكم، لأنه هذه المحاضرة مثل ما ذكرنا هي محاضرة تفاعلية وتعتمد أيضا على مشاركاتكم بالإضافة طبعا إلى مشاركة الباحثة، ولذلك نحن نعتبر هذه الأمسية هي أمسية تواصلية. Vous bénéficiez ce soir pour cet échange d'une traduction simultanée. Donc, je pense que tout le monde est bien équipé de la petite oreillette de traduction. Si ce n'est pas le cas, on va évidemment vous en fournir une. Et puis, pour terminer, je précise qu'à la fin de cet échange et de ce débat, vous serez tous invités à inaugurer l'exposition de photographie qui a été réalisée par Alix Philippon, parce qu'en plus d'être chercheuse, elle est aussi photographe de talent. Et donc, on aura la chance d'inaugurer donc à l'issue de cet échange cette exposition, dans laquelle nous aurons aussi, et nous vous proposerons également les deux films qui ont été réalisés donc, par le journaliste Alejandro Matran, qui rejoindra Alix ici sur la scène dans quelques instants. وطبعا في بعد هذا الحوار ندعوكم طبعا لمشاهدة المعرض الصوري والذي تم إعداده من خلال الباحثة نفسها، فعلاوة على أنها باحثة فهي أيضا مصورة، وسوف تستمتعون بهذا المعرض الذي سوف تشاهدونه بعد المحاضرة. وكذلك في داخل المعرض سوف تشاهدون فيلمين من المخرج والصحفي الإسباني أليخاندرو ماتان، والذي طبعا سوف يحضر معنا بعد قليل من أجل المشاركة في هذا الحوار. طبعا أود أن أشير بأن المحاضرة سوف تكون من خلال الترجمة المباشرة، وأنا أدعوكم إذا أن يكون لديكم جهاز السمع، فإذا ما كان عندكم أرجو أن تستلموه من خلال الممر بحيث أنه تستمتعون بالترجمة المباشرة والفورية أثناء حديث المشاركين. Je vous souhaite maintenant une excellente soirée, des échanges les plus fructueux possibles. Et je vous laisse donc en compagnie d'Alix Philippon, que je remercie encore une fois. Bonne soirée à tous. أمسية طيبة للجميع، وأتمنى لكم مشاهدة طيبة طبعا برفقة السيد أليكس، وأتمنى لكم محاضرة جيدة، وأتمنى لكم شكرا جزيلا. شكرا. Merci beaucoup Pascal Rousse pour cette très généreuse présentation. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est véritablement un très grand honneur et un très très grand plaisir d'être avec vous ce soir et de revenir à Bagdad après 6 mois. J'ai quitté Bagdad en mai dernier, je suis rentrée en France et j'ai repris mes fonctions à l'université de Sciences Po à Aix. Et c'est donc pour moi un immense plaisir d'être avec vous ce soir et de présenter ces recherches que j'ai menées donc en Irak, pas seulement à Bagdad, aussi au Kurdistan, à Souleymanie, un petit peu à Fallujah, et aussi dans le sud chiite, bien sûr, à Najaf et à Kerbala. Et comme le disait Pascal, vous êtes invités cordialement à intervenir pendant ma présentation. Donc l'esprit de cette conférence n'est pas du tout une sorte de monologisme de ma part, mais vous êtes tout à fait invités à poser des questions, à réagir, à intervenir. C'est vraiment
le format auquel on a pensé pour mon intervention de ce soir. Et ensuite, bien sûr, au bout d'une demi-heure, j'appellerai Alejandro Matran, avec qui on a donc réalisé 2 documentaires, 3 en fait, mais seulement 2 seront montrés à l'Institut français. Le 3e est toujours en cours de montage. Alors, avant de commencer, j'aimerais peut-être très rapidement vous expliquer comment j'en suis arrivée à faire ces études sur le soufisme en Irak. Et je vais donc, avant de vous parler de mes recherches dans votre magnifique pays, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait avant et de comment j'en suis arrivée finalement à m'installer à Bagdad en novembre 2021 pendant environ 1 an et demi. Depuis maintenant 25 ans, bientôt, l'année prochaine ça fera 25 ans, j'ai donc travaillé au Pakistan, sur le soufisme au Pakistan. Et c'est durant ces multiples années passées entre Peshawar, Karachi, Lahore et Islamabad que j'ai commencé, bien évidemment, à entendre parler de l'Irak. Quiconque s'intéresse au soufisme va bien évidemment entendre parler de l'Irak, puisque l'Irak est tout à fait incontournable dans l'histoire de cette tradition de l'islam, tradition souvent qualifiée de mystique. Alors il y en a d'autres, hein, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais le soufisme n'est pas la seule tradition mystique dans l'islam, le chiisme aussi. Et donc, très tôt, j'ai entendu parler de l'Irak comme étant une terre promise, une sorte de terre bénie, gratifiée de toutes sortes de sanctuaires tout à fait centraux dans l'univers du soufisme. Et donc très très rapidement, j'ai eu envie de venir en Irak. Et les Pakistanais comme les Indiens, je serai amenée à y revenir, vouent une sorte d'amour et de dévotion absolument immense à l'égard du Cheikh Abdelkader al-Gilani, dont on va beaucoup parler ce soir. Et ils le considèrent bien évidemment comme un très grand savant, mais aussi comme un faiseur de miracles et comme le qutb, l'axe autour duquel le monde évolue. Et donc, pendant toutes ces années, j'ai été bercée d'histoires sur le Cheikh Abdelkader al-Gilani, qui est, comme vous le savez, enterré pas très loin d'ici, dans un quartier qui s'appelle Bab al-Sher. C'est bon, tout le monde a sa petite oreillette ? Voilà. Donc, du point de vue des Pakistanais et des Indiens et de quiconque s'intéresse au soufisme, à l'évidence, l'Irak est une terre tout à fait incontournable. Dans la phase formative du soufisme, l'Irak est bien évidemment la terre qui a donné naissance à certains des plus grands mystiques de l'histoire du soufisme. Certains ne sont pas nés en Irak, mais sont venus s'y installer un petit peu plus tard dans leur vie. C'est le cas de Cheikh Abdelkader al-Gilani, qui est né, comme vous le savez, en Iran avant de venir s'installer à Bagdad, et notamment d'y diriger une madrasa et de devenir le savant handbalite majeur que l'on connaît. Et bien évidemment, toutes ces années, j'ai été amenée à lire des récits sur Rabia al-Adawiya, la grande sainte, qui est considérée comme la plus grande sainte du soufisme, Hassan al-Basri, le fondateur de la confrérie Rifai, Ahmed Rifai, mais encore, comme vous le savez, le cœur de la ville de Bagdad regorge de sanctuaires de certains des saints les plus importants du soufisme. Dans un tout petit périmètre, on va effectivement trouver donc, le Cheikh Abdelkader al-Gilani à Bab al-Sher, mais également, vous le savez, Maruf al-Karhi. Et juste à côté de Maruf al-Karhi se trouve également le cénotaphe, c'est-à-dire le tombeau vide, d'un autre très très grand soufi qui s'appelle Mansour al-Hallaj, que la plupart d'entre vous évidemment connaissent, puisqu'il a été supplicié, crucifié et ses restes jetés dans le Tigre pour avoir prononcé une phrase extrêmement polémique que je ne répéterai pas ici ce soir. Mais donc on a également le cénotaphe de Mansour al-Hallaj qui est juste à côté de Maruf al-Karhi. Juste à côté de Maruf al-Karhi, on trouve également le sanctuaire de Junayd al-Baghdadi, ainsi que le maqam de Khidr, sans mentionner bien sûr le tombeau de Umar Surawardi, le fondateur de la Surawardiya. Donc autant dire qu'à l'évidence, la ville de Bagdad et l'Irak en général sont des lieux tout à fait centraux dans la géographie sacrée de l'islam et du soufisme en particulier. Et il se trouve que en mars-avril de l'année 2021, j'ai eu l'occasion, je travaillais à l'époque à Karachi, et j'ai eu l'occasion de venir faire un pèlerinage
avec des pèlerins chiites en Irak. Et donc, c'est à l'occasion de ce pèlerinage que j'ai découvert tous les sanctuaires chiites du pays, à Samarra, à Bagdad, à Najaf et à Kerbala. Et ce voyage a été pour moi absolument déterminant, puisque je suis littéralement tombée amoureuse de l'Irak. Et quelques temps plus tard, il se trouve que j'ai dû quitter le Pakistan où j'enseignais pour des raisons de sécurité, parce qu'il y avait des mobilisations contre les Français. Et je me suis dit que ça serait sans doute une très bonne idée de venir m'installer dans la ville de Bagdad et d'y mener des recherches sur le soufisme. Et donc, en novembre de l'année 2021, je suis venue m'installer à Bagdad. Et je tiens ici à vraiment exprimer ma gratitude la plus profonde pour toutes les personnes et tous les acteurs soufis, entre guillemets, comme on les appelle en sciences sociales. On parle d'acteurs puisqu'on estime finalement que le monde social est comme une sorte de théâtre où nous jouons tous un rôle. Et donc, au lieu de parler d'individus ou de personnes, on parle d'acteurs. Et à l'évidence, cette recherche que j'ai menée en sociologie des religions et en sciences politiques et aussi un petit peu en anthropologie doit énormément à toutes ces personnes qui m'ont aidée et qui m'ont accueillie. Et notamment, je me saisis de cette opportunité d'être sur scène ce soir pour remercier cette merveilleuse famille, ça m'émeut beaucoup, pardon, irakienne qui m'a accueillie. Assil et Ahmed sont juste là. Ils m'ont accueillie pendant plusieurs mois chez eux. Et je tiens à les remercier vraiment du fond du cœur. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous ces acteurs soufis qui m'ont ouvert bien sûr les portes de leur tekia, de leur sanctuaire, aussi bien à Bagdad qu'à Fallujah ou à Souleymaniye. Et bien évidemment, une recherche de la nature sociologique qui est la recherche que j'ai menée n'aurait jamais pu voir le jour sans l'accord, la permission, le soutien et l'hospitalité des Ghaznasani, des Moutawali du sanctuaire de Gilani. Je pense notamment à Cheikh Afif al-Gilani et Cheikh Khaled al-Gilani qui m'ont toujours donné leur permission pour mener aussi bien le travail de photographie, le travail de chercheuse, mais aussi les documentaires que nous avons réalisés avec Alejandro Matran. Sans leur permission, leur ijaza, on n'aurait jamais pu faire ce travail à l'évidence. Et je remercie aussi, bien sûr, le cher Nehro Ghaznasani pour avoir donné la permission de mener ces recherches, notamment à la Tekia de Bagdad, où je me suis rendue pendant des mois, tous les lundis et les jeudis soirs, pour suivre les rituels des derviches et des khalifas Ghaznasani. Donc, une fois de plus, cette recherche n'aurait pas vu le jour sans le soutien de toutes ces personnes qui m'ont aidé. Recherche, je le disais, qui est une recherche sociologique. Donc, à l'évidence, l'approche sociologique du religieux n'est pas du tout la même qu'une approche confessionnelle du religieux. C'est-à-dire ce que je vais vous raconter sur les pratiques et les croyances des soufis. Je vais vous le dire à partir d'un référentiel qui n'est pas du tout un référentiel religieux islamique. C'est-à-dire, tout le travail que j'ai élaboré, c'est un travail qui se fait à partir de méthodes particulières, les méthodes des sciences sociales, méthodes notamment basées sur l'imprégnation des milieux qu'on se propose d'étudier, qui se propose de passer énormément de temps avec tous ces acteurs dont on essaie de comprendre les pratiques et les croyances. Donc, la méthode de l'observation participante est une méthode que j'ai beaucoup adoptée, notamment parce que mon niveau d'arabe n'est sans doute pas suffisant pour passer mes journées à déchiffrer des manuscrits. Donc, j'ai vraiment privilégié cette méthode de l'observation participative. J'ai aussi mené des entretiens. Les entretiens formels et informels sont parmi les méthodes, bien évidemment, les plus courantes utilisées dans les sciences sociales. Et bien évidemment, je me suis appuyée sur tous les outils et les théories de la sociologie des religions, etc. Donc, je répète, tout ce que je vais vous raconter, bien évidemment, n'est pas un discours de croyants. C'est un discours de chercheurs en sociologie, et ça n'est pas du tout la même chose. Donc je tenais vraiment à bien poser la distinction entre les deux, de manière à ce qu'il n'y ait pas entre nous de malentendus. Donc quand j'ai commencé ces recherches sur le soufisme en Irak, bien évidemment, la première question que je me suis posée, c'est où en sont aujourd'hui les soufis irakiens ? C'est-à-dire, quel est l'état du soufisme aujourd'hui en Irak ? Est-ce que les soufis ont réussi à survivre aux 20 dernières années ?
face à de multiples menaces potentielles à leurs pratiques, et à leurs croyances et à leur lieu de culte, puisqu'on sait que notamment que nombre de tekias et de sanctuaires ont été attaqués, voire détruits dans différents endroits de l'Irak. Donc, la première question que je me suis posée, vraiment une question tout à fait élémentaire, c'est où en sont les soufis aujourd'hui ? Quel est l'état du soufisme et quelle est la vitalité du soufisme aujourd'hui en Irak ? Et il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que quelques semaines après mon arrivée en novembre 2021, avait lieu le pèlerinage annuel au sanctuaire du saint Abdelkader al-Gilani. Et il se trouve que finalement, si vous voulez avoir un accès privilégié au groupe soufi et à la manière dont ils vont construire leur identité, dont ils vont donner à voir cette identité au monde, les fêtes, les célébrations, les pèlerinages sont des moments absolument privilégiés que j'ai totalement privilégié, moi, en tout cas, dans ma méthode d'étude du soufisme en Irak. Et donc, j'ai passé énormément de temps à observer, à participer aussi à tous ces rituels au moment des pèlerinages, au moment des célébrations. Je pense notamment aux célébrations qui visaient à célébrer l'anniversaire de l'imam Ali par les Ghaznasani à Souleymaniye, ou qui visaient à célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également à Souleymaniye. Mais aussi tous les pèlerinages, et notamment le pèlerinage sur le sanctuaire de Gilani. Et donc cette première observation participative au moment du pèlerinage en octobre 2021 a commencé à m'apporter plusieurs éléments de réponse tout à fait passionnants sur l'état du soufisme aujourd'hui en Irak. Pourquoi ? Parce que le sanctuaire au moment du pèlerinage n'est pas tout à fait le même espace qu'il est en temps normal. Pourquoi ? Parce que le pèlerinage est un espace-temps extrêmement intense de la vie religieuse et de la vie du sanctuaire, durant lequel il va y avoir une transformation du lieu à l'œuvre, puisque le sanctuaire va accueillir pendant environ une semaine, mais il va y avoir 3 jours qui sont particulièrement intenses, des groupes de tout Bagdad, des groupes de tout l'Irak, des groupes de tout le monde musulman, et des groupes même qui viennent d'au-delà du monde occidental, de la diaspora installée en Occident. Donc vous allez avoir une sorte de concentration extraordinaire de tous les amoureux du Cheikh Gilani qui vont se retrouver sur le sanctuaire le temps du pèlerinage. Vous allez avoir pas seulement des soufis, donc des derviches qui appartiennent à des confréries, mais vous allez également rencontrer des chiites qui viennent faire des vœux sur le sanctuaire, sur le tombeau de Gilani à l'occasion de la commémoration de sa mort, parce qu'il est dit qu'à ce moment précis du calendrier religieux, les vœux sont exaucés. Vous allez rencontrer des sympathisants, vous allez rencontrer des sunnites qui ne sont pas spécialement soufis, vous allez rencontrer une très grande variété de classes sociales. C'est un mélange social totalement étourdissant. Vous allez rencontrer des mendiants, vous allez rencontrer des bureaucrates, vous allez rencontrer des classes, des professions libérales, des gens qui travaillent dans les professions libérales. Le mélange est absolument incroyable. Et ce qui est assez fascinant à observer, c'est également que vous avez une surreprésentation pendant le pèlerinage des pèlerins qui viennent d'Inde et du Pakistan. Le pèlerinage n'aurait sans doute pas la même vitalité qu'il a encore aujourd'hui si vous enleviez du public les Indiens et les Pakistanais qui arrivent en très très grand nombre chaque année pour rendre leur hommage aux saints. Et d'ailleurs la famille Gilani qui gère... Vous avez des questions ? N'hésitez pas si vous avez des questions. Des questions ? Non ? Donc les Indiens et les Pakistanais sont tout à fait surreprésentés pendant le pèlerinage de Gilani. Et bien évidemment, la famille Gilani qui gère le sanctuaire s'appuie sur ces réseaux de loyauté et d'allégeance spirituelle qu'ils ont patiemment tissés depuis des décennies et des décennies et qu'ils peuvent mobiliser
quand l'occasion se présente. Notamment, je pense à un incident, une sorte de scandale qui a éclaté en février 2022, lors duquel l'officiel du Diwan al-Waqf al-Sunni en charge des sanctuaires au niveau national a été pris la main dans le sac en train de prononcer une phrase pas très respectueuse à l'égard du cheikh Abdelkader al-Gilani. Et cette phrase malheureuse a provoqué littéralement une levée de boucliers, une sorte de mobilisation de tous les soufis d'Irak, à commencer par les Ghaznavites. Et à cette occasion, bien sûr, les Moutawalis du sanctuaire de Gilani étaient prêts quasiment à alerter tous leurs réseaux transnationaux, y compris en Inde et au Pakistan, pour dire attention, le prestige et l'honneur du cheikh Gilani est attaqué, mobilisez-vous. Donc, la famille Gilani, qui gère le sanctuaire depuis une vingtaine d'années, a élargi ses réseaux vers l'Asie du Sud-Est et vers l'Occident, puisque deux des cheikhs de la famille, je pense à cheikh Afif al-Gilani et cheikh Hashim al-Gilani, sont allés respectivement s'installer, l'un en Malaisie à Kuala Lumpur et l'autre en Grande-Bretagne. Donc ils se sont littéralement, si vous voulez, découpé le monde en différentes zones, et ils ont commencé donc à développer la voie Qadri, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, mais traditionnellement il y avait déjà des réseaux qui existaient, et aussi en Occident. La famille Gilani, depuis des siècles et des siècles, est en charge donc du sanctuaire de cheikh Abdelkader al-Gilani. Ce sont eux qui gèrent le Waqf al-Qadri. Donc il y a une sorte de partage de la gestion du sanctuaire avec le Diwan al-Waqf al-Sunni qui, comme vous le savez, existe depuis 2003. Et donc ces cheikhs Gilani, donc aujourd'hui il y a deux Moutawalis, c'est cheikh Afif al-Gilani et son frère cheikh Khaled al-Gilani, gèrent le sanctuaire. Et au moment du festival, vous avez toutes sortes de dynamiques qui sont extrêmement intéressantes, puisque vous avez à la fois ce qu'en anthropologie on appellerait une forme, alors c'est une théorie qui est très très célèbre et qui a bien évidemment été discutée et critiquée, mais quand on parle des pèlerinages, vous avez certaines théories généralement qui sont mobilisées, mais une des théories les plus anciennes et les plus répandues, c'est celle de la communitas des Turner, de Victor et Edith Turner, selon laquelle finalement au moment des pèlerinages, il y a une sorte de communication spontanée entre les pèlerins, une sorte d'union, voire de communion spirituelle et mystique entre des pèlerins, où finalement tous les marqueurs sociaux de la vie sociale habituelle, toute cette hiérarchie propre à la structure sociale disparaît à la faveur de cet espace-temps très intense et très particulier qui crée une sorte d'union comme ça entre tous les pèlerins. Et ça, vous le sentez très fortement. Ceux qui vont sur le sanctuaire de Gilani au moment du pèlerinage vont ressentir très fortement cette sorte d'union mystique de tous les pèlerins, d'où qu'ils viennent. Comme je vous le disais, une agente immobilière du Canada peut très bien se lier d'amitié avec un chauffeur de taxi de Karachi. Et en même temps, donc il y a cette sorte de communion extrêmement forte qui s'établit comme ça le temps du pèlerinage entre les pèlerins qui viennent d'horizons extrêmement divers. Mais il y a en même temps, et c'est ça qui est extrêmement intéressant à observer, il y a en même temps des dynamiques de conflits, à la fois d'interprétation autour de ce qu'est le soufisme et autour de l'identité du cheikh Abdelkader, puisque tout le monde n'est pas d'accord en fait sur qui était le cheikh, ou en tout cas les qualités principales qui étaient les siennes. Et il va y avoir des sortes de rivalités aussi qui sont très palpables entre différentes autorités présentes sur le site. Parce qu'au moment du pèlerinage, vous savez que traditionnellement, dans le sanctuaire de Gilani, vous avez des loges, différentes loges, des dizaines de loges qui accueillent tous les cheikhs Qadri d'Irak. Et donc vous avez en fait un nombre très très important de cheikhs, pas que Qadri d'ailleurs, mais là en l'occurrence on parle de cheikhs Qadri, qui viennent du village de Rovia, par exemple les Willianis. Vous avez d'autres cheikhs qui viennent du Kurdistan. Je pense notamment au cheikh Solai qu'on a fini par rencontrer avec Alejandro et qu'on a suivi, qu'on a filmé, qu'on a interviewé. Un notamment cheikh Mansour. Vous avez bien sûr les Ghaznavites. Enfin, vous avez toutes sortes d'autorités qui sont finalement plus ou moins en compétition les unes avec les autres. Et ça, c'est cheikh Afif al-Gilani qui me l'avait dit très, très clairement. Il m'a dit
notamment avec les Ghaznavides, il n'y a pas forcément de liaison, de relation avec eux. On est en compétition, clairement. On est en compétition pour les disciples. Donc, au moment du pèlerinage, vous allez pouvoir sentir de manière peut-être plus prononcée que le reste du temps, ces formes de rivalité entre différentes autorités, mais aussi des formes de tension autour de l'interprétation et de l'identité religieuse. Je vais vous donner un exemple. Les Gilani qui gèrent le sanctuaire essaient, à juste titre, d'orienter le comportement des pèlerins dans un sens déterminé. C'est-à-dire, Cheikh Afif Al-Gilani, qui est aujourd'hui le nouveau Moutawali aux côtés de son frère Khaled, est un alim, mais c'est aussi un cheikh soufi, et il essaie de défendre une certaine image du cheikh Abdelkader, qui est avant tout celle d'un cheikh soufi, évidemment, qui était un savant, qui a écrit des ouvrages, qui était un savant hanbalite très respecté, et qui était un savant surtout très orthodoxe, très très ancré dans la charia. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que vous avez d'autres manières de percevoir le cheikh Abdelkader Al-Gilani, qui sont notamment incarnées par les pèlerins qui viennent d'Inde et du Pakistan, et qui vont plutôt percevoir le cheikh comme un faiseur de miracles, comme un grand soufi au pouvoir extraordinaire qui peut accéder à toutes vos demandes et qui peut répondre à toutes les sollicitations et à tous les vœux. Et donc vous avez cette sorte de tension au moment du pèlerinage, où vous avez tous ces pèlerins qui viennent avec le cœur plein de vœux, de sollicitations pour le cheikh, et qui vont quelquefois mettre en œuvre des pratiques qui vont être interdites ou qui vont être rejetées par les gardiens du sanctuaire, comme par exemple le fait d'attacher des petits bouts de tissu à la grille. Ça, c'est une pratique qui a été encouragée dans les années 90, puisqu'on a un article du grand spécialiste du soufisme, Éric Geoffroy, qui a écrit là-dessus et qui disait à l'époque, on distribuait des petits bouts de tissu, on encourageait les pèlerins précisément à faire leurs vœux en nouant leurs petits... Et aujourd'hui, c'est une pratique qui est entièrement interdite. Autre exemple, vous allez avoir par exemple des prosternations devant le tombeau qui vont être faites. Et ça, bien évidemment, dès que les gardiens voient que quelqu'un se prosterne devant le tombeau, ils vont courir vers la personne en lui disant non, vous ne pouvez pas faire ça, etc. Donc les gardiens vont intervenir régulièrement pour, d'une certaine manière, réformer les comportements religieux de certains des pèlerins. Et bien évidemment, ce sont des directives qui sont données par les autorités régulatrices que sont donc Cheikh Afif Al-Gilani et Cheikh Khaled Al-Gilani. Autre exemple, les discours qui sont les sermons qui sont donnés par Cheikh Afif ou Cheikh Khaled au moment du pèlerinage, ils vont généralement rappeler aux pèlerins qu'il est très très important de prier 5 fois par jour à l'heure, et que c'est inadmissible de rester à boire le thé quand il y a eu l'appel à la prière. Donc il va y avoir vraiment toutes sortes d'encouragements à véritablement respecter les piliers de la foi, mais d'un point de vue extrêmement orthodoxe. Et vous avez de l'autre côté tous ces pèlerins qu'on a pu interviewer avec Alejandro, vous le verrez dans le premier documentaire qui s'appelle Ishq, donc qui signifie amour passionné, et qui rend bien précisément cette sorte de dévotion passionnée des pèlerins à l'égard de Cheikh Abdelkader Al-Gilani. Donc on en a interviewé certains, et vous verrez que la plupart des récits des pèlerins qu'on a pu recueillir, c'était des récits qui faisaient la part belle au miracle du saint et à sa capacité à pouvoir changer le cours des événements pour peu qu'on l'appelle et qu'on demande son aide. Vous verrez notamment, j'ai en tête Dr Talat, une jeune docteure indienne qui raconte dans Ish comment à un moment de grande tragédie où la maison familiale était en train de brûler, la famille on a appelé à Cheikh Abdelkader et donc le feu s'est éteint. Donc vous avez toutes sortes de récits miraculeux comme ça qui circulent.
Et justement, puisqu'on parle de miracles, là aussi, il y a de grandes tensions qui existent chez les soufis sur la signification même des miracles et sur les pratiques permises, pratiques qui peuvent être présentées comme miraculeuses, mais qui ont là aussi été interdites au sanctuaire. Je pense notamment à ces pratiques que tous les Irakiens dans cette salle connaissent, ont entendu, ont déjà peut-être vu ou ont entendu parler de ces pratiques, qui s'appellent Dar al-Dirbasha, qui ont traditionnellement été beaucoup pratiquées par les Ghaznasani. Les Ghaznasani eux-mêmes les ont interdites il y a quelques années, ou en tout cas ne les pratiquent plus avec la même régularité qu'ils l'ont fait pendant très longtemps. C'était vraiment une pratique, vous savez, une pratique des sortes de mortification, où ils se transpercent le corps, où ils peuvent avaler du poison, où ils peuvent, enfin, toutes sortes de pratiques qui en fait visent à signifier la grande baraka du cheikh, donc sa grande proximité à Dieu, et sa capacité à transmettre à ses derviches et à ses khalifas une sorte d'immunité, et donc leur permet de pratiquer ces dirbashas sans qu'ils ne ressentent ni douleur, ni même qu'ils saignent. Et figurez-vous qu'il y a eu pas mal d'études scientifiques qui ont été menées sur ces dirbashas et qui, effectivement, laissent un petit peu dubitatif certains chercheurs américains qui ne comprennent, par exemple, toujours pas comment il est possible de se transpercer de partout. On pourra en discuter, si vous voulez. Il y a vraiment eu des études scientifiques qui ont été faites. Et beaucoup de chercheurs restent toujours un peu incrédules devant un phénomène qui, pour le coup, défie les lois de la science. Toujours est-il que ces pratiques d'Arbasha, qui pendant très longtemps ont eu droit de cité au sein du sanctuaire, ont récemment été interdites, une fois de plus, parce que non seulement elles peuvent amener, du point de vue soufi, une sorte de réputation un peu sulfureuse à la tradition soufi, puisque très souvent, même durant mon séjour ici, très souvent, quand je rencontrais notamment des gens de différentes dénominations, des chiites ou des fois des salafistes, etc. Souvent, la première chose qui venait, c'était oh, « Mon Dieu, mais vous avez vu ces Dar al-Dirbasha, les soufis, ce qu'ils font, c'est ils se percent avec ces drôles d'instruments, etc. » Donc c'est vrai que très souvent, le soufisme est identifié à ces pratiques-là. Et je pense que sans doute une des raisons pour lesquelles ça a été interdit au sein du sanctuaire et que les Ghaznasani eux-mêmes ont décidé d'arrêter, c'est que d'une certaine manière, le soufisme pâtissait de cette image-là. Mais il y a une autre raison pour laquelle je pense que ces pratiques ont été interdites, c'est parce qu'elles interviennent directement dans la légitimation de ces différentes autorités soufis dont on parle, puisque précisément, la capacité d'opérer ces mortifications sans ressentir ni douleur, ni même saigner, etc., est une manière de prouver le charisme du cheikh. Donc ça intervient dans une forme de politique du soufisme où différents cheikhs essaient de se légitimer en pratiquant ces miracles. Et il se trouve, vous le verrez dans le documentaire de Ishq, que Alejandro et moi-même avons eu l'occasion de filmer des pratiques. Alors, ce n'est pas exactement les pratiques habituelles des Ghaznasani. Là, c'était une confrérie qui venait du Kurdistan, d'Erbil. Et le cheikh est toujours installé dans une des entrées de Gilani au moment du pèlerinage. Il s'appelle Cheikh Yassine. Et il se trouve qu'on est tombé au bon moment, un soir, où ils faisaient leur dhikr à l'entrée à l'une des entrées du sanctuaire. Et il se trouve que certains de ses disciples, des disciples de Cheikh Yassine, ont commencé à manger pendant le dhikr des lames de rasoir. Et donc, vous verrez, on a réussi à filmer ça dans le documentaire Ishq. Mais pour le coup, ils n'étaient pas à l'intérieur du sanctuaire, ils étaient à l'une des entrées du sanctuaire. Mais toujours est-il que voilà, on a réussi à filmer certaines de ces pratiques, même si depuis quelques années, on a beaucoup moins accès à ce type de pratiques. Donc voilà pour le sanctuaire de Gilani. Vous allez voir d'ailleurs certaines des photos ici ont été prises à Gilani. Je pense notamment à celle-là, et vous avez là un pèlerin qui est en train de se reposer pendant le pèlerinage. Et vous avez également d'autres photos. Vous avez Marouf al-Karhi aussi ici.
Maruf al-Karhi, où là vous avez un dhikr. Le jeudi soir, vous avez un des imams de Maruf al-Karhi qui est un soufi, Rifai, qui s'appelle Cheikh Hamed, qui organise le jeudi soir des séances de dhikr à Maruf Karhi. Ici, vous avez pour le coup une séance de dhikr à la tekia principale des Ghaznasani à Bagdad. Et vous savez que les Ghaznasani, dans cette tekia principale, tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs, vont organiser donc des séances de dhikr, alors qu'ils s'étalent sur plusieurs heures. Hein. C'est vraiment, la plupart des gens arrivent autour de Maghreb, de la prière de Maghreb. Ensuite, ils mangent, puisque la tekia des Ghaznasani, comme la plupart des tekias, ont des cuisines. Et ils vont donc servir gratuitement de la nourriture à leurs disciples. Et ensuite, il va y avoir donc toutes sortes de prières. Déjà, ça commence après Asr, après la prière de Asr. Enfin, vous avez différents dhikr qui vont être répétés. Et ça, c'est vraiment le moment, on arrive quasiment au moment le plus intense de la soirée qui se passe après Isha, où vous avez donc tous les derviches qui sont réunis comme ça en carré concentrique et non pas en cercle concentrique, puisque vraiment la forme qui est adoptée, c'est celle du carré. Et pendant lesquelles donc, ils vont répéter certaines formules, comme tous les soufis du monde le font. Donc c'est un des rituels centraux de la tradition soufie, hein, le dhikr. Donc ici vous voyez, alors je ne sais pas peut-être si Youssef là-haut peut montrer les autres photos également qu'il voulait montrer, comme ça on a un autre tour d'horizon de ces lieux principaux du soufisme en Irak. Mais toujours est-il que ce qui a été extrêmement intéressant pendant ces recherches, là je vous ai très longuement parlé de Gilani et je suis en train de me dire que sans doute j'ai totalement dépassé le temps de parole qui m'était octroyé. Ce que je tenais à dire, c'est qu'effectivement, à travers ces célébrations, ces séances de dhikr qui prennent vraiment pour le coup une forme extrêmement festive, puisque vous avez de la musique, vous avez des chants, vous avez de la trance, vous avez, y a un côté extrêmement festif, à travers bien sûr le pèlerinage à Gilani, à travers toutes ces célébrations dont on parlait, l'anniversaire de l'imam Ali, l'anniversaire de l'imam du prophète Mohammed, etc. Toutes ces célébrations donnent véritablement accès à la manière dont les soufis souhaitent construire leur identité et la présenter publiquement en Irak. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir comment, et malheureusement j'ai très peu de temps pour développer cette idée-là, mais à travers chaque célébration, il va se passer une sorte de transmutation de l'espace, une sorte de transformation de l'espace, puisque l'espace normal de la tekia ou l'espace du sanctuaire va, le temps de ces célébrations, devenir une sorte de contexte très particulier où des identités vont être projetées, des autorités vont être légitimées, des messages vont être transmis, et notamment certains éléments importants de cette identité soufie, et je terminerai peut-être là-dessus, c'est que d'une part, le concept si central de sectarisme, qui est utilisé généralement pour analyser à la fois la vie politique et religieuse depuis 2003, avec, on le sait, bien évidemment une sectarisation de l'espace public, une confessionnalisation de la vie politique, etc. Ce concept de sectarisme, finalement, il est mis en échec quand on s'intéresse à cet univers du soufisme, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que du point de vue soufi, et notamment pour les soufis qadri, les imams chiites figurent dans leur silsila, dans leur chaîne d'initiation, leur chaîne spirituelle qui remonte jusqu'au prophète de l'islam. Et la plupart des imams chiites sont donc considérés, en tout cas ceux qui sont dans la silsila, sont considérés comme étant des maîtres spirituels à part entière. Ils figurent dans cette chaîne spirituelle, et donc on a là un premier élément d'une sorte de pont qui est dressé entre l'univers du soufisme et l'univers du chiisme. Vous le verrez dans l'exposition,
il y a aussi de très grandes similitudes dans les pratiques du culte des saints, ce qu'on appelle le culte des saints chez les soufis, et les ziyaras qui sont pratiqués par les chiites dans les sanctuaires principaux d'Irak et d'ailleurs. On peut voir des scènes qui sont d'une similitude troublante. Les pèlerins se rendent sur le sanctuaire, touchent la grille en espérant s'imprégner de la baraka de l'imam ou du saint, font des vœux dont ils espèrent qu'ils vont être exaucés du fait de la grande proximité ou des imams ou des saints avec Dieu, du fait de leur wilaya, de leur sainteté, ou de leur... voilà. Donc on trouve là aussi des similitudes très troublantes. Et enfin, autre exemple qui me semble extrêmement intéressant de souligner en ce qui concerne cette sorte de mise en échec du sectarisme dans les univers soufis, c'est les Ghaznazanis. Les Ghaznazanis, pour le coup, n'aiment pas du tout utiliser les termes de sunnite ou chiite. Eux se revendiquent comme soufis. Ils ont opéré énormément de ponts avec l'univers du chiisme. Ils ont des chiites dans les rangs de la tariqa. J'ai eu l'occasion d'en interviewer un à Souleymanié. C'était un des entretiens les plus fascinants de toute ma carrière. Un savant chiite de Kerbala qui, tout en ne reniant pas son identité chiite, a décidé de devenir un derviche et ensuite un khalifa ghaznazani. Donc vous avez des chiites qui sont présents au sein de la tariqa. Donc les Ghaznazanis ont élaboré une identité véritablement œcuménique, c'est-à-dire une identité qui va rassembler ces deux sectes dans l'islam plutôt qu'elle ne va amplifier ou exagérer les différences communautaires. Et c'est également une caractéristique centrale du parti politique qui a été fondé par la confrérie déjà dans les années 90, mais qui n'est devenue véritablement active qu'après 2003. Ce parti politique s'appelle la Coalition de l'unité nationale de l'Irak. Et de la même manière que dans le champ religieux, les Ghaznazanis vont essayer de créer des ponts entre l'univers du sunnisme et du chiisme, politiquement, c'est exactement la même chose qui s'opère, puisqu'ils refusent d'être un parti communautaire. Ils essaient ils ont essayé de fonder un parti qui défend une vision unitaire du soufisme, au-delà des clivages sectaires et du communautarisme ambiant. Donc, je dirais que c'est là une des caractéristiques principales de cette identité soufie que j'ai pu découvrir en Irak. Et enfin, pour terminer, une autre que, évidemment, j'ai beaucoup retrouvée aussi au Pakistan et ailleurs dans le monde musulman. Les soufis, que ce soit Cheikh Afif al-Gilani, je pense à Cheikh Afif al-Gilani, ou même Cheikh Nero Ghaznazan, donc là, je parle vraiment des cheikhs, des mourchids, des leaders de ces confréries. Et c'est des discours qu'on va retrouver aussi chez les derviches et les khalifas. Tous vont avoir tendance à défendre le soufisme comme une tradition de l'islam qui est tolérante, qui est pacifique, qui est modérée, qui refuse toutes les formes d'extrémisme. Et comme dirait Cheikh Afif al-Gilani, qui est une sorte de soupape de sécurité dans l'islam. Et donc, il va y avoir un tracé de frontières extrêmement radical avec le djihadisme, avec les expressions les plus extrémistes du sunnisme, en l'occurrence. Et donc, comme on le voit, dans cet univers soufi, on a finalement beaucoup plus de similitudes avec le chiisme qu'avec certaines formes, bien évidemment, extrémistes du sunnisme. Donc, je le répète une fois de plus, cette construction identitaire des soufis irakiens va totalement à l'encontre de cette grille de lecture en termes de sectarisme qui a quand même dominé les études sur l'Irak depuis une vingtaine d'années. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai sans doute dépassé le temps qui m'était généreusement donné. Déjà, pour parler de mes recherches, je pourrais continuer pendant des heures. Alors, je ne sais pas comment on va procéder. Peut-être commencer par un débat, voilà, avec la salle. Et ensuite, peut-être, j'appellerai Alejandro Matran pour qu'il vienne me retrouver. Et comme ça, on vous parlera de ces deux documentaires qu'on a réalisés tous les deux
sur le sanctuaire de Gilani au moment du pèlerinage, et le deuxième, vous verrez, qui a trait aux relations entre maîtres et disciples, entre des maîtres irakiens et des disciples pakistanais. Donc vous verrez, c'est un documentaire qui oscille entre Karachi, Souleymaniye, Islamabad, Bagdad. Donc on vous en parlera tout à l'heure. Donc peut-être, si vous êtes d'accord, on fait d'abord un débat avec la salle, hein, c'est ça, c'est voilà, très bien, oui. Alors attendez, je vais mettre mon oreillette. Bonsoir. Je parle en français. Ah, vous parlez en français, super. Oui, qu'ils traduisent. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et pour vos efforts depuis des années. La question que vous avez commencé, votre étude est basée sur la question, c'est où est maintenant le mouvement ou l'État, c'est où l'État de soufisme. Mais est-ce que je peux poser la question suivante? Quelle est l'influence de ces mouvements sur la société, par exemple irakienne ici? Est-ce que vous avez pensé à cette question? Est-ce que vous pouvez m'en répondre? Alors, c'est sans doute une très bonne question. Oui, merci beaucoup pour cette... Alors, une fois de plus, vous savez, ma recherche a de multiples limites que j'ai commencé à vous exposer au début, c'est-à-dire le fait que je suis toujours en train d'améliorer mon niveau d'arabe, et il faudrait, je pense, des années et des années pour véritablement mesurer l'influence du soufisme aujourd'hui dans la société irakienne, après Daesh, après tous les événements de ces 20 dernières années, sur lesquels je ne reviendrai pas, puisque vous les connaissez tous. Et à l'évidence, sans doute, le soufisme, il faut le rappeler historiquement, a eu une influence absolument centrale dans le champ aussi bien religieux, social et politique de l'Irak, puisque vous le savez, notamment dans les milieux urbains, la famille Gilani, et notamment à Bagdad, la famille Gilani a d'une certaine manière servi de leader aux communautés sunnites pendant très longtemps, puisqu'ils étaient très proches de l'Empire ottoman, sous l'Empire ottoman. Ensuite, vous le savez, le Moutawalli de Gilani est quand même devenu le premier ministre d'Irak, comme vous le savez, dans les années 20. Et c'est après la révolution de 1958 que les soufis ont commencé à perdre l'influence sociale qu'ils avaient en Irak. Et beaucoup d'auteurs, notamment un auteur qui a beaucoup travaillé sur le soufisme en Irak, le soufisme en général, qui s'appelle Pierre-Jean Luisard, avait quasiment enterré les soufis à partir des années 60. Il a dit, bon, les soufis, c'est un historien, lui, Pierre-Jean Luisard, il disait, les soufis sont devenus comme des fantômes, écrit-il. Les confréries soufis sont comme des fantômes en Irak. C'était sans compter sur la campagne de la foi qui a été lancé dans les années 90, en 93 très exactement, par Saddam Hussein, qui était à l'époque confronté à toutes sortes de défis. Et Saddam Hussein, à la fois pour se légitimer et pour contrer la montée du salafisme, et pour également donner une sorte de... contrôler un petit peu cette sorte de regain de religiosité populaire et de culture ritualiste qui était très très dynamique chez les chiites, s'est mis à promouvoir le soufisme comme l'islam officiel de son régime, alors même que jusqu'à présent, le régime était plutôt séculier. Mais il y a eu une sorte de tournant dans les années 90, et il y a un collègue qui s'appelle David Jordan, qui est historien, qui a écrit sa thèse sur la promotion par le régime de Saddam Hussein du soufisme dans les années 90. Et comme vous le savez, dans les années 90, Saddam Hussein a commencé à rénover les grands sanctuaires soufis d'Irak, et notamment, bien sûr, le sanctuaire de Gilani, le sanctuaire de Maruf al-Karhi. Vous verrez, vous savez que c'est sous Saddam Hussein que le sanctuaire a été entièrement rénové. En fait, c'est un œil, ça a la forme d'un œil avec une larme qui tombe, etc. Bon, tout ça a été savamment réfléchi par l'architecte en chef de l'époque, etc. Donc, il y a eu une promotion active de la part de Saddam Hussein du soufisme. Et il se trouve que le numéro 2 du régime, Izzat Ibrahim al-Douri, est devenu le patron des soufis en Irak, et que les soufis ont été cooptés dans tous ces nouveaux instituts religieux, ces nouveaux instituts qui enseignaient l'islam, etc. Les soufis ont été cooptés, et pour le coup, on trouvait une sorte d'influence extrêmement importante au sein des services de renseignement, au sein des services de sécurité, au sein même du gouvernement
en fait, de Saddam Hussein. Et il se trouve que ces liens de loyauté ont bien sûr persisté après la chute du régime. Mais c'était pour le coup une des questions que je me posais. Les années 90, c'était des années fastes pour le soufisme en Irak finalement, puisque le soufisme est devenu un peu le bon islam qui était promu par le régime. Après 2003, la donne change radicalement. Comment est-ce que les soufis ont géré cette sorte de changement radical de contexte où finalement ils perdent leur association avec les structures centrales du pouvoir? C'était vraiment... et à l'évidence, ils ont perdu énormément d'influence dans la société pour différentes raisons. D'une part parce que, bien sûr, le phénomène de Daesh a énormément affaibli les milieux soufis. Comme vous le savez, énormément de taqiyas ont été détruites, des milliers de soufis ont été tués, beaucoup sont devenus déplacés internes en Irak, beaucoup ont été obligés de quitter leurs habitations et venir s'installer à Bagdad. Beaucoup également, j'ai pu recueillir des témoignages, ont dû quitter l'Irak, certains sont allés s'installer jusqu'en Turquie, etc. Donc il y a eu bien sûr cette première menace Daesh, mais qui n'était pas uniquement centrée sur les soufis, puisque d'autres communautés ont évidemment souffert de cette violence. Mais toujours est-il que, pour répondre très simplement, l'influence des soufis a très largement décru, évidemment, depuis une vingtaine d'années. Mais il y a des indices d'un réveil soufi, d'un retour à la vie des soufis, dans la ville de Mossoul notamment, puisque les tekias sont en train d'être reconstruits, les séances de dhikr reprennent dans certaines des tekias. Les Moutawalis de Gilani ont envie de transformer le sanctuaire et d'en faire un très grand centre de savoir et de connaissances et d'inviter des leaders religieux du monde entier. Donc il y a des indices, j'ai envie de dire, d'un réveil soufi là, très timide mais qui recommence à se faire sentir. السادة الحضور سعدتم مساء المتحدث mon Dieu, pardon. اوكي Je sais pas, on va voir. Hop là. allez-y. السادة الحضور سعدتم مساء المتحدث المهندس الاستشاري هيرمون أرشاك. Change it. هي سؤال واحد وطولت ساعة. أنا عندي عدة تساؤلات الحين والصبح. والله أنت اللي حق بيه. تمام يعني أعيد. Ouais. Allez-y. Je vais voir si j'entends la voix du traducteur. Okay. Allez-y. Ouais, c'est bon. Allez-y. أي المتحدث المهندس الاستشاري هيرمون أرشاك. شكرا جزيلا مسز أو مدام أليكس على هذه الجهود الكبيرة التي بذلتيها لجمع هذه المعلومات الوفيرة جدا. حقيقة هي أعمال متعبة هذه. أنا عندي تساؤل أو عدة تساؤلات. واحدة من التساؤلات وأنت فرنسية في فرنسا وعلى هذا البعد، ما الذي دفعك بالتفكير عن دراسة الصوفية في العراق؟ ما الذي أتى بفكرك حتى جئت إلى العراق لدراسة هذه الطقوس المجتمعية؟ هذا واحد. ثانيا عندي ملاحظة حول الكسنزانية
هي مو اسم الكسكزانية، هي الكسنزانية. الطريقة الكسنزانية مكتوبة هي كلمة كردية معناتها الذي لا يعرفه أحد. كس أحد، نزاني يعني لا يعرف، فهي طريقة غير معروفة، هي طريقة قديمة جدا حتى قبل الأديان، وتوارثها الأجيال بعد أجيال عبر قرون، ولهذا لا أحد يعلم مصدرها منين، ولهذا تسمى الطريقة الغير معروفة. فالكس نزانية وليست كسكزانية. هذه للتصحيح لأنه ما حد يعرفها. المنبع الأصلي للصوفية هو بالسليمانية، هذه معروفة. أقدم أنواع الصوفية هي انبثقت من السليمانية، لكن مع ظهور الإسلام وانتشاره في المناطق الشمالية فهم انخرطوا في الدين الإسلامي وبالذات الطائفة السنية. احنا لو نشوف الصوفية، أنا عندي بعض معلومات القليلة مو مثل حضرتك، لكن أنا أعرف أنه معظم الأتباع الصوفية هم من الطائفة الإسلامية السنية، ولهذا الشيخ عبد القادر الجيلاني واللي هو حقيقة مو طريقة صوفية، هي إمام سني، ولهذا يرتادوا ناس من باكستان. وهنا بالعراق الشيعة لا يزورون الشيخ عبد القادر الجيلاني إطلاقا، وأنا رجل مهندس استشاري، لكن أنا أيضا باحث اجتماعي وباحث تاريخي وأعرف هذه الأمور بشكل جيد. عندنا إحنا بعض الأئمة خاصة بالطائفة السنية ومراقد أخرى خاصة بالطائفة الشيعية. والصوفية هي غير منتشرة بالمجتمع العراقي، بل هي أصلا منعزلة، لأنه كمجتمع عراقي ما هلقت يتقبلون الصوفية، لأنه هم عندهم طرق غريبة. مثلا حضرتك ما ذكرتي ليش الصوفية يطولون شعورهم، ما يحلقون ولا لحاهم، هذه فشي غريب، يعني احنا كمجتمع عراقي ما يتقبلون هكذا حالات. ثانيا موضوع ضرب الدرباش، بالمناسبة أنت ذكرتي أنه يدخل السيف أو الدرباش في بطنه، لا هو ما يدخله في بطنه إطلاقا، فقط في الجلد، يدخلون الدرباش في الجلد لا أكثر، وفي جلد الخد، ولا يمكن له أن يدخله. أنا حضرت عدة جلسات للصوفية شفتها شوف عين، ولهذا أنا أعرف إيش دا أحكي. فهم حقيقة هي مو طائفة أصلا، هي مجموعة تصرفات من أشخاص ما ينتمون عليها جدات، إنما هم متوارثين فيما بينهم، وأساسهم في سليمانية. وبالمناسبة حتى اللي حضرت ذكرتي معروف الكرخي، وأنا أعرفه حق المعرفة، ما بها أي تصرف من الصوفية إطلاقا. يعني أنت حضرتك ذكرتي معلومات وأنت محقة فيما بحثتي، لكن تخالف ما أنا أعرفه، لأنه أنا أيضا أبحث في هذه الأمور، معروف قد يجوز بحثك غير شكل. فهذه يعني مهمة بالنسبة لي أريد أعرف تجاوبيني عليها. وأرجع أقول التصرفات الصوفيين طبعا هي ما منعت، والزيارات اللي ذكرتيها إلى كربلاء ونجف هذه لا تخص ولا لها علاقة بالصوفية، هذه ممارسات للطائفة الشيعية احتراما وحبا بالأئمة الشيعية لا غير. بينما السنة لا يزورون المراقد الشيعية، نحن عراقيون ونعرف هذه. وشكرا جزيلا. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. En l'occurrence, là, c'était compliqué il y avait votre voix et je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Mais si j'ai bien entendu votre première question, c'est pourquoi j'ai décidé de travailler sur ce type d'islam. Vous savez, je pense qu'en règle générale, on en parlait tout à l'heure avec un des traducteurs, Yahya, c'est jamais par hasard qu'on va choisir un objet de recherche. C'est jamais par hasard. C'est généralement parce que, j'ai envie de dire, souvent, nos objets de recherche académiques sont des prétextes à peut-être des quêtes plus intimes ou des quêtes plus personnelles. Et comme je disais à Yahya, depuis très longtemps, j'ai une passion pour le religieux et l'univers mystique, mais pas uniquement musulman, aussi dans le christianisme et dans d'autres traditions.
Donc je pense que si je me suis intéressée au soufisme, c'est aussi peut-être parce que j'avais déjà une sorte d'appétence pour ces questions-là, personnelle, et aussi parce que je vais vous raconter une histoire très bizarre qui m'est arrivée quand j'ai commencé mes premières recherches en 2003 au Pakistan. J'ai comme été happée ou invitée par les soufis pakistanais à travailler sur cette tradition, puisque je faisais mon mémoire de maîtrise, le DEA à l'époque, de master, ce qu'on appelait à l'époque le mémoire de master. Et donc j'étais au Pakistan, j'avais déjà commencé à faire des recherches sur le soufisme, mais j'ai été, figurez-vous, je ne sais même pas comment présenter ça, mais j'ai moi-même expérimenté des formes de derbasha, comme on en voit ici en Irak, de la manière la plus improbable qui soit. La première histoire, c'est que j'ai été miraculeusement guérie par un monsieur. C'était mon premier entretien. J'étais une jeune étudiante, je ne connaissais rien à rien. Et j'étais en train d'interviewer un monsieur devant un sanctuaire dans une grande ville soufie du sud du Pendjab qui s'appelle Oud Sharif. Et on était en train de faire l'entretien et je me suis fait piquer par une guêpe à la main à plusieurs reprises. Je suis allergique. Et donc j'ai commencé à paniquer parce qu'on était au milieu du désert. Et ce monsieur que j'étais en train d'interviewer, sans fanfare ni trompette, s'est mis à réciter des versets du Coran et a soufflé sur ma main à plusieurs reprises, et a récité des versets du Coran et a soufflé sur ma main et toute douleur s'est évaporée. Et je n'ai jamais eu mal, généralement je gonfle, si je me fais piquer par une guêpe, je commence à gonfler et c'est très dangereux. Et donc il m'a guéri comme ça, simplement en récitant des versets du Coran. Donc c'était ma première expérience d'entretien et c'était ma première expérience de guérison. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. En anglais, on parle de faith healing. En français, je ne sais pas trop comment on appellerait ça, de la guérison miraculeuse peut-être, ou de la guérison coranique basée sur les versets du Coran, et la capacité quasi thérapeutique et miraculeuse de la récitation des versets du Coran. Deuxième incident, un mois plus tard, je vais interviewer un autre soufi, Qadri, qui était associé au sanctuaire du Saint Mianmir à Lahore, et qui avait été exproprié par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Et donc je vais l'interviewer dans sa maison loin du sanctuaire. Et je lui raconte cet événement étrange où j'ai été guérie par un monsieur que j'ai interviewé qui a récité des versets du Coran. Et lui, il me dit, mais moi aussi je fais ça. Mais nous, on a un rituel un peu particulier. Et il donne un ordre à ses khalifas, 3 de ses khalifas qui étaient assis là, qui ressortent de la pièce où on était avec un poignard. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce poignard ? Et donc, ils reviennent 10 minutes plus tard avec le même poignard qu'ils étaient allés chauffer à blanc dans la cuisine d'à côté. Ils se sont avancés vers nous et j'étais avec un ami soufi pakistanais. Ils nous ont mis au défi de poser ce poignard chauffé à blanc sur notre langue. Alors autant vous dire que la jeune étudiante que j'étais a été quand même singulièrement bouleversée par l'événement, puisque au final, je l'ai fait. Je me suis dit, soyons fous, allons-y. Je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai fait, mais je me suis quand même retrouvée à poser une lame chauffée à blanc, c'est-à-dire littéralement jaune-orangé, sur ma langue. Et il ne m'est absolument rien arrivé, à plusieurs reprises, je tiens à le souligner. Et j'ai dit au soufi, mais je ne vais pas le faire, parce que ça va me brûler la langue. Moi, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas pieuse, je ne suis pas un modèle de sainteté. Il m'a dit, non, il m'a dit, aucun problème, le pouvoir s'auto-identifiera. Et donc, je finis par le faire, et effectivement, il ne m'est rien arrivé. Et c'est des pratiques, en fait, qui sont aussi, qu'on retrouve en Irak, qu'on retrouve en Syrie, etc. Des pratiques qui défient un petit peu les lois de la rationalité. Donc, dès le début, dès mon entrée en recherche sur le soufisme, j'ai été confrontée à des incidents qui ont ébranlé ma vision du monde, très matérialiste, très rationaliste. Et donc, j'ai commencé à questionner un petit peu tout ça. Donc, je dirais que finalement, si je me suis mise à étudier le soufisme, c'était aussi pour satisfaire une curiosité personnelle, toute personnelle, et une véritable fascination pour cet univers-là, pour la sainteté, pour ces confréries également. Je trouve que étudier les confréries, c'est tout à fait passionnant. Ce sont des communautés vraiment d'un très grand intérêt.
Voilà pour la première question. Pour les autres, je ne suis pas sûre d'avoir tout très bien compris. Je dirais simplement, si j'ai bien compris, vous disiez on ne dit pas Ghaznasani, on dit Ghaznazan. Alors justement, c'est le titre du 3e documentaire qu'on est en train de faire avec Alejandro, donc on sait bien que ça se dit Ghaznazan. Ghaznazan, mais on ajoute le « i » quand il s'agit ça devient un adjectif en fait. Ou le nom, c'est-à-dire les Ghaznasani, donc ce sont ceux qui appartiennent à la confrérie, à la Ghaznazania. On va généralement rajouter un i. Les Ghaznasani eux-mêmes le font, hein, par ailleurs. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, ils vont aussi dire Ghaznasani. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un détail. Mais sinon, le nom originel c'est Ghaznazan, bien sûr. Mais Ghaznasani, c'est ceux qui appartiennent à cette confrérie, en fait. Voilà. Ensuite, pour le reste, j'avoue qu'il y avait beaucoup de choses. Peut-être on peut en discuter après, continuer la conversation pendant le vernissage, parce que je vois qu'il y avait une autre main qui se lève là, peut-être. Non ? Je ne vois pas très bien avec la lumière. Oui, voilà. مرحبا. Merhaba. Here. Here. Sorry. أنا ليث زايد. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, en plus. مرحبا، أنا ليث زايد، مصور فوتوغرافي. من سنتين تقريبا 3 سنين بديت بمشروع تصوير المجتمعات الدينية بالعراق وعلاقتهم بالراب. ومن خلال هذا المشروع كانت الفكرة الأساسية إنه هاي المجتمعات اللي ممكن بأي لحظة تختفي أو تمارس الطقوس بطريقة مخفية بسبب التغيرات السياسية اللي تصير تقريبا كل 30 سنة بالعراق. فأشوف إنه هاي الفترة هي ذروة الانتشار بالنسبة للصوفية بالعراق، مثل ما كانت بالتسعينات موجودة. بس بأي لحظة ممكن يكون نظام قمعي جديد، حكومة قمعية جديدة، ممكن تختفي هاي الديانة وتمارس بطريقة نقول سرية، عدا يعني الكردستان العراق، ممكن بالوسط والجنوب والغربية. بس السؤال هنا بخصوص الصوفية بالعالم بشكل عام، إنه هي جاي تزيد بهاي الطريقة اللي مثل ما موجودة عندنا بالعراق هاي الفترة، لو همينة مهددة إنه هي بأي لحظة تختفي. هاي بس. Oui, très très bonne question encore. Alors, si on ne reste pas simplement le nez collé sur l'Irak et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde musulman et au-delà même, parce qu'en fait, figurez-vous que s'il y a bien un endroit où le soufisme est en train de s'épanouir, d'ailleurs de manière extrêmement variée et diverse, c'est en Occident. Les ordres soufis en Occident connaissent une sorte de vitalité extrêmement intéressante à observer. Je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que il se trouve que j'ai travaillé sur quelques-uns de ces ordres soufis en Occident. La Inayatiya, Sufi Order International, et le mouvement de Bawa Mohyuddin à Philadelphie, qui justement lui aussi se définit comme un qutb et estime être vraiment totalement associé à Cheikh Abdelkader. Et il est à Philadelphie, il est enterré à Philadelphie. C'est vous dire un petit peu ces liens extraordinaires qu'on trouve dans tout le monde musulman. Mais si on regarde à l'échelle du monde musulman, oui, pour vous donner une réponse très courte, et là aussi on pourrait passer des heures à discuter de ça, les soufis sont, depuis quand même plusieurs décennies attaqués. Alors en fait, ça remonte au moins au XVIIIe, XIXe siècle, hein, où le soufisme a commencé à être attaqué de manière systématique, bien sûr par toutes sortes de mouvements réformistes, comme vous le savez, le plus connu étant le mouvement wahhabite. Mais il y a eu toute forme d'avatars différents, notamment dans le sous-continent et dans d'autres endroits du monde musulman, où différents mouvements réformistes ont attaqué les soufis sous le coup de différentes pratiques qui sont qualifiées ou bien d'innovation blâmable, bid'a, ou bien de shirk, de polythéisme. Donc voilà, ces attaques quasi systématiques sur les pratiques soufis, on les retrouve bien sûr partout dans le monde musulman. Et depuis quand même plusieurs décennies maintenant, les soufis ont dû opérer leurs propres réformes internes. Beaucoup, évidemment, ont commencé à transformer leurs pratiques sous le coup répété de ces attaques. Et néanmoins,
même si de fait les soufis sont attaqués partout dans le monde musulman, et notamment depuis le début de la guerre contre le terrorisme, vous le savez, les sanctuaires soufis et les acteurs soufis sont beaucoup plus systématiquement attaqués, tués, détruits au Pakistan, en Irak évidemment, en Tunisie, au Mali, dans plein de pays différents. Les soufis sont, dans le cadre de cette guerre contre le terrorisme, plus systématiquement attaqués parce que notamment ils ont été promus, comme vous le savez, comme étant une forme d'islam qui allait peut-être pouvoir permettre de faire rempart au radicalisme islamique. Et donc ils se sont retrouvés un petit peu vulnérables face aux attaques des groupes djihadistes. Donc je dirais qu'aujourd'hui, oui, ils sont plutôt en position relativement vulnérable dans bien des endroits du monde musulman, les soufis. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et je pense que c'est une tradition qui, quand même, à travers les siècles, a montré sa résilience, a montré sa plasticité, a montré sa capacité à s'adapter à toutes sortes de régimes politiques et de sociétés. Et donc, il n'y a aucune raison que le soufisme disparaisse, quoi qu'il arrive, de sitôt. Oui. Oui, ah pardon. Yeah. Ah oui, encore une question. Oui, parce qu'il y a derrière vous, il y a... Ah pardon. أنا رفعوا ايديكم نسوان رفعوا ايديكم اوكي لا مو ترجمة اوكي تمام أنا فنان تشكيلي عراقي أتمنى أن يتسع صدر الباحثة لما سأقول وأتمنى أن تعطوني شوية وقت يعني عن رخصة الجمهور يعني البحث كما رأيته يعني أعتقد أنه هو بحث صحفي أكثر من كونه بحث أكاديمي. قد يكون هو بحث أكاديمي في نسخته الأصلية عندما يقدم إلى الجامعة، لكن اليوم وما طرحته الباحثة أراه بحثا استقصائيا، بحثا أكاديميا أكثر صحفيا آسف أكثر من كونه بحثا أكاديميا. نحن نعلم في الجنبة الأكاديمية أن عندما نعمل انترفيو أو نذهب إلى مكان، الأشخاص الذين يتحدثون لا يؤخذون كمصدر لشرح هذه المواضيع. أنا رأيت الباحثة كل معطياتها التي طرحتها هي أخذت من أناس هم قائمين على هذه المواضيع، كأن تكون القائمين على العتبات أو الحضارات أو التكيات، وهذا في البحث العلمي لا يشكل مصدرا حقيقيا. أنا عندما أنظر لشيء أنا أمتهنه أنا أعطيه مساحة كبيرة وأعطيه ضخامة. نحن نرى ذاك في الفن، يعني الفنان يرى نفسه بيكاسو في حين هو ليس ببيكاسو، وكذلك في التاريخ. هذا مثل هكذا موضوع في العراق موضوع ليس بالسهل وموضوع خطر، وتحدث فيه يعني النقاشات فيه ليس آمنة وليست سهلة، لكن أنا أرى أنه البحث في مثل هكذا مواضيع يجب أن تبدأ من الأساس، من الجذر. نحن نذهب إلى جذر المصطلح. حضرتك نسبت الصوفية إلى غير محلها. الصوفية هي لها علاقة تاريخيا بمصطلح يوناني صوفي، أي الفلسفة أو الحكمة. هذا النوع من المصطلحات تاريخيا عانى من مجموعة تحولات وتقلبات. يعني نحن سوف ندخل في الإشكالية الدينية والخلاف الديني والخلافة وما إلى ذلك. نحن سوف أصل بالفكرة. Je suis vraiment désolée, mais je crois que je vais devoir vous interrompre. Parce que là, si vous voulez, nous n'avons pas vraiment le temps de refaire toute l'histoire du soufisme, ni même l'étymologie du mot soufisme, même si on pourrait effectivement passer pas mal de temps à le faire. C'est très intéressant, l'histoire même du terme.
Pour ce qui est de votre première remarque, dans les sciences sociales, on va aller interviewer les acteurs principaux du phénomène qu'on étudie. Les sources principales pour moi, ça a été des cheikhs, des morshids soufis, principaux représentatifs du chant. Je vous explique comment je fonctionne. Vous n'êtes peut-être pas d'accord et c'est tout à fait légitime. Je vous explique comment on fonctionne en sciences sociales. On va identifier des lieux et des acteurs qui sont centraux pour le phénomène qu'on étudie. On va se faire connaître d'eux, on va gagner leur confiance, on va aller passer du temps avec eux, on va aller leur parler, on va les interviewer pour rentrer dans leurs univers de signification, de représentation. Donc, en sciences sociales, maintenant dans d'autres disciplines, il y a peut-être des méthodes différentes, mais en sciences sociales, l'entretien des acteurs centraux des champs que vous étudiez, c'est vraiment une méthode absolument indispensable. Donc c'est la méthode que j'ai adoptée, c'est une méthode qui est tout à fait légitime et vous pouvez demander à qui vous voulez, et il y a plusieurs chercheurs dans la salle ici, tous ont fait des entretiens avec des acteurs centraux du champ qui les étudient. Voilà. أنا يعني معك بهذا الموضوع لكن هو إحنا هنا يعني بدنا ننقل نظرة أحادية عن الصوفية. الصوفية هي فلسفة الإسلام في مرحلة القرن الثالث أو الرابع الهجري حيث حصل الخلاف ووصل إلى طبعا هو إحنا عندما نقول الخلاف هو ضمنا حتما خلاف سياسي سلطة لكن هؤلاء الناس الذين ذهبوا نحو إيجاد فلسفة إسلامية بعيدة عن التناحر الطائفي والعرقي وداخل الدين الواحد هي هذه فكرة الصوفية. الصوفية الحقيقية نراها عند ابن رشد عند ابن الحلاج. كل ما أتى بعده هو مصادرة مصطلح الصوفية باتجاهات شخصية نزعات فئوية. أنا هذا رأيي يعني. لذلك أرى أن الصوفية يجب أن نذهب يعني عندما ندرس الكسنزانية ندرس طائفة معينة لا تعمم على أنها صوفية. شكرا. Alors, juste pour vous répondre très très rapidement, les Ghaznasani aujourd'hui constituent la confrérie numériquement la plus importante d'Irak. Donc, vous, comme d'autres personnes dans la salle, peut-être vous sentez rebuté par certaines des pratiques Ghaznasani, et vous-même n'êtes pas Ghaznasani, donc je comprends tout à fait. Simplement, moi je suis chercheuse, et donc quand je me suis proposé d'étudier le soufisme en Irak, j'ai essayé d'identifier les confréries, les acteurs, les sanctuaires les plus centraux du chant. D'accord ? Et il se trouve que les Ghaznasani étaient tout simplement les représentants les plus numériquement importants du chant soufi en Irak. Donc, la question, c'est pas est-ce que je suis d'accord avec ce qu'ils font, est-ce que j'aime leur pratique, c'est besides the point. D'accord ? C'est simplement m'intéresser à des acteurs. Mais je suis vraiment désolée, malheureusement, nous n'avons pas le temps. Je vous propose de continuer après. On peut continuer après. Tamam ? Tamam. Donc, pardon. Oui, oh là là, mon Dieu. Pascal, est-ce qu'on a le temps de continuer ? Oui ? Oui, nous avons une dame, oui. مساء الخير جميعا أرحب بالسادة الحضور وأيضا نعم مساء الخير للجميع ومساء الخير للسادة الحضور وأيضا للباحثة أليكس. رحب بحضرتك في بلدك الثاني العراق. أعرف بنفسي الدكتورة ليلى الدليمي باحثة في شؤون الأقليات ومذيعة في شبكة الإعلام العراقي. يعني موضوع جميل وموضوع شديد يعني الشهية لطرح الأسئلة والنقاشات لكن سأكتفي ببعض الأسئلة القصيرة. بالنسبة لحضرتك درستي التصوف في العراق كما تعلمين وأنا يعني درست الأقليات في دراستي للماجستير والدكتوراه وأيضا من جنب سوسيو نصية. يعني موضوعات علم الاجتماع كانت حاضرة في مقاربتي لهذه الموضوعات. بالنسبة لحضرتك يعني ألا تعتقدين أنك يجب
أو قد تكوني قد تطرقت لمقاربة أو مقارنة بين التصوف لدى الإسلام وأيضا لدى الأقليات الأخرى. كما تعلمين لدينا الكثير من الأقليات، لدينا الزردشتية، لدينا أيضا الطائفة الإيزيدية، كثير من الطوائف لديها أيضا ممارسات دينية شبيهة بالتصوف أو قد تكون تصوفا، يعني لديها هذا الموضوع. ألا تفكرين بدراسة هذا الموضوع أو طرح مقاربة بين التصوف الإسلامي والتصوف لدى الطوائف الأخرى في العراق؟ ولدي أيضا ملاحظة بالنسبة لشد الأقمشة في الأضرحة. هذه الممارسة ممارسة لدى كل الديانات. يعني أنا حينما درست مثلا القضية الإيزيدية وجدتهم أيضا يعقدون هذه الأقمشة في أضرحة الشيخ عدي بن مسافر يعني تحقيق أمنية ما للأشخاص. فهذه الممارسة ليست لدى الصوفية، لدى الشيعة ولدى الكثير من يعني الديانات الموجودة. تحية لك وشكرا. Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, j'adorerais, pourquoi pas, faire une étude comparée avec les pratiques religieuses des Ahl al-Haq, par exemple, hein, puisque, on le sait, c'est un groupe assez syncrétique qui a pu adopter des pratiques et des croyances, d'ailleurs, issues d'univers religieux très différents. Pourquoi pas les yézidis et aller voir ailleurs et faire vraiment une étude comparée. Maintenant, tout ça demande du temps et des ressources, et il se trouve que j'ai fait cette recherche sur mes fonds propres, sans l'aide d'aucune institution, sans recevoir les fonds de mon université, ni du gouvernement français, ni de qui que ce soit. Donc j'ai dû faire cette recherche avec vraiment très très peu de moyens. Maintenant, si je trouve le moyen de rassembler des fonds pour mener une recherche de plus grande envergure, je serais ravie de me lancer dans un comparatisme tel que celui que vous suggérez. Thank you very much. Ah, pardon. Thank you very much for this great lecture, which it seems to be that you have spent a great amount of time in order to get such information. I have a question. Is there any difference between the school of Sufism in Pakistan, for instance, Muhammad Iqbal, and Iraqi Sufist? This is the question. And again, my colleague mentioned something about the definition of Kasnazan, but he mistranslated the word because he translated it word by word. As a person who lived with the Kurdish people, and my wife is Kurdish too, and I speak Kurdish very well, I have talked to them many times about the meaning of this word. And they told me that it means nobody knows anything about our way to God. It does not mean that our origin is unknown. So this is very important for my colleague to know about it. And thank you very much. Merci beaucoup de mentionner ça. C'est le titre de notre documentaire. Kasnazan, Nobody Knows. Yeah, nobody knows about our way to God. Only we know about our way. It means like this. Oui, oui, but oui. it does not mean the way is came from nothing. Yes, thank you. Tout à fait. C'est très intéressant que vous en So parliez. he translated it word by word, literally. So it means the opposite way. Mais j'avais pas entendu en fait. Je vous defined disais, it j'ai for mal us, entendu. yes. J'ai This pas is bien it. entendu. Yes, hein. this is it. Oui, j'ai pas entendu tout ce que votre collègue a dit. Alors juste pour Mohamed Iqbal, j'ai beaucoup travaillé, j'aime beaucoup Mohamed Iqbal, mais est-ce que vous avez 2 heures devant vous? Là, je pourrais vraiment vous improviser une conférence sur le soufisme de Mohamed Iqbal et sur les différences avec le soufisme en Irak. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Il faut que l'IFI me réinvite. Parce qu'il y a tellement de choses à discuter. Je suis désolée, je suis obligée de couper tout le monde. Mais il y a tellement de choses à discuter. Il y aurait énormément de choses à dire sur le soufisme d'Iqbal et sur le comparatisme avec le soufisme irakien, qui n'est pas monolithe. Hein. Vous savez, le soufisme en Irak, comme le soufisme au Pakistan, il est très, très varié. Hein. Et même Mohamed Iqbal lui-même, dans son parcours en qualité de soufi et de réformiste et de moderniste, a adopté des postures très diverses sur le soufisme. Il a
Il a pu même tenir des propos très contradictoires à différents moments de sa trajectoire. Et il était très critique à l'égard des formes les plus populaires du soufisme. Il était extrêmement critique à l'égard des leaders religieux qui, selon lui, manipulaient les masses et ne faisaient pas du tout leur travail de soufis et de réformistes, en fait. Donc, on pourrait dire énormément de choses sur... Ah, pardon. Oui. Énormément de choses sur Mohamed Iqbal. La prochaine fois, Inch'Allah. To God. Donc, merci à tous pour vos questions et vraiment, j'aurais aimé avoir plus de temps pour qu'on continue cette conversation. C'est moi qui suis vraiment très reconnaissante au public d'être venu et d'avoir joué le jeu du débat. Mais maintenant, je me tourne vers Alejandro Matran, qui a été un de mes amis les plus chers et les plus proches durant cette année et demie ici à Bagdad, et un collègue au talent vraiment rare, puisqu'il n'est pas seulement journaliste et documentariste, mais c'est aussi un musicien et un compositeur de talent. Donc c'est un jeune journaliste vraiment très très prometteur, et il se trouve qu'il a déjà réalisé un documentaire sur le Pakistan. Donc on avait cette chose en commun tous les deux. Moi j'avais réalisé un documentaire sur la danse au Pakistan il y a 20 ans, et lui il a réalisé un documentaire sur... c'est très difficile de résumer ça en 5 minutes. Mais toujours est-il que nous avons uni nos forces pour diriger ces documentaires. Now I'm switching into English and I'm turning to Alejandro, who's going to tell you about the adventure it's been to film Sufis and Sufi shrines and Sufi pilgrimages in Iraq over the past 2 years. I still get the translation in English from English. مساء الخير. Thank you first the Institute for giving us the space. It's been a year since we started filming the documentary, but this is actually a story that began way before we actually met. She already anticipated a bit, but what's our point in common is Pakistan. About like 4 years ago, this time, I was also in Pakistan. I was just filming something that had nothing to do with this, but somehow I ended up talking about it. It was all related to art, music, theater, and I ended up just having a conversation with this lady that she had already met before. And then I came here, I met Alix, and we found out that we had both been in Pakistan. We had already met actually the same people, and we had this common thing that I didn't know much about because I was really new. I just came back from Pakistan. I didn't really understand. For me, it wasn't even about religion itself. It was more, I don't know, just a different approach to literally everything. And slowly, I started discovering that it is actually religion. But still, I was very new, no? And then we went, we discovered the whole Iraqi scene, Sufi scene together. I was learning a lot from her, from people that we were meeting, from shrine to shrine, different cities. And then we went to the Urs, the celebration of the Urs of Sheikh Abdul Qadir al-Gilani last year, no, 2 years ago, first time.
and it was, for me, it was just shocking. I only spent one evening there, and it was just so many people. It was so crowded that when we came back the second year, I expected the same. But the very first day, when we arrived, the cameras ready, you know, like, oh, it's going to be crowded, and we need to be ready to get everything. I arrived there, and I was like, okay, this is actually very calm. It was extremely calm. And this was the first very unexpected event of the whole adventure. That day, we spent a few hours, maybe, I don't even know, because time just passes and you don't even realize there. We spent this day with Mubin, which is a British-Pakistani pilgrim, and he had this tea stall outside, and there was nothing to do. We were just talking to him, and he mentioned at some point that, I don't even know how it came up, but he started talking about the Sufi order from Sulaymaniyah, which wasn't Ghaznazani, but we didn't even know. We were really wondering, like, who are these people? And then he started explaining these people were actually taking care of the shrine, Sheikh Abdul Qadir al-Gilani, during the war in 2003. And we were like, how is that? Like, how come if the Gilani family is here, these guys were taking care of it? So we were very intrigued. We were definitely not planning to have any contact with them because we didn't even know that they existed. And he said, it's okay. They are very recognizable. They're all wearing a red turban. So we were, those days we were just looking for red turbans everywhere. We wanted to know who these guys were. And they just appeared. Like, they were there. Very easy. And we got in touch with Sheikh Mansour. Then we realized that it's not even a single order, a single branch. They have many different shuyukh, depending on, the member of the family, But we got in touch with Sheikh Mansour, that again was a very calm man, just like the place that in those days, those very first days, he was just very calm. You could sit down with him and he was silence. He was listening to you while reciting at the same time. And again, this was a very unexpected thing, but somehow we didn't know each other. He started just saying a lot of things that we knew, but he didn't know. No one was supposed to know. And we got even more intrigued if possible. But this is not something that happened only once. It happened with them a few times, but it happened with many other shuyukh from different orders, that they knew things about us that they were not supposed to know. They were not supposed to know. Like, they knew some secrets of the heart. They knew specific things they were not supposed to know. So the initial idea that we had about the documentary, which was just documenting day by day the urs of Sheikh Abdul Qadir al-Gilani, it just changed, completely changed. There were just too many things happening. You talked before about diversity. It's just a place. I saw the other day, I saw this video on Instagram, I think. It was this guy saying, in a very random kitchen, saying, we're not in India nor Pakistan. This is actually Baghdad. This is the shrine of Sheikh Abdul Qadir al-Gilani. And that's the thing, like, you go there and you're surrounded by people from so many different countries, rarely Iraqis, and you see these different ways of worshiping, and so you need to be just looking at everyone at the same time. You have to have 1,000 eyes just to have everything, to capture everything, and it was just extremely difficult. Plus, we ended up with so many hours of footage that we didn't even know what to do. So at some point, because
when it ended, we felt that everything just, I don't know, it left this feeling of, it wasn't grief, maybe it's a bit too dramatic, grief, but it was a bit sad, no? It was a bit like, and that's it? And where are these people going to go? You know, they just go to their countries and that's it? So we thought maybe they came here, we documented what they were doing here, but it's also interesting to see how they grieve when they go back home. Grieve, in a metaphoric way, you know? So here is when the idea of making a second part and then a third part came. So Alix went to Pakistan, and again, a very unexpected thing happened with Sheikh Hafif Gilani from the Gilani family. He said, oh, you're going to Pakistan, I have a whole family of disciples in Pakistan, you can interview like a whole family. Like one was enough, but a whole family. And again, Sheikh Mansour from Suleimaniya, he has a taqiyya in Karachi. We could interview his first Khalifa in Karachi. So again, there were just many things reshaping the idea of what we had for the documentary. So then, the first one, we really didn't have a very structured idea, again, after what happened there, that everything was very photogenic and, you know. So for the second one, I could say that if you go now to the exhibition room and watch Ishq, which is the first one, and the second one, you will see there's a difference in Ishq, which is something also very natural, very native of their own space that it was filmed. It's very chaotic, but at the same time it makes a lot of sense how all these people from many different countries are just in the same place doing very different things that we might not even understand, or they might not even understand. And then the second part, I think, is a bit more organized in the way that we're trying to make it a bit more understandable, so we understand a bit more of this concept and this relationship between the master, the sheikh, and the disciples. What is, because this is something that personally, because I was again very new, I didn't experience before, which is not the same case for her, but for me it was a bit disturbing from time to time to realize that there is actually a power relationship between the sheikh and the disciple. And I was struggling to somehow accept that. I could somehow understand, but not really accept it, because for me it's very difficult to put myself in that situation where I am absolutely submitted to someone else. But it does make sense. Like it actually makes sense if like at the point where I was able to get rid of all my assumptions, I understood, like I said, okay, I don't share this with any of you that I'm interviewing right now, but I do understand that it does make sense for you. Which again was, I think it was let's say like a cornerstone for me in the whole period, because I was getting very close somehow when we were filming the first documentary. I was getting very close to it, to really understand and to think, okay, this is maybe actually something that's worth trying, you know? And then I started seeing a few things that I was like, I don't know. So I got a new perspective, a different perspective, which is what we try to portray in the second documentary. And the third one is not finished. It's all, they were asking before about the political approach of Sufism and all of this. It's related to the Ghaznazanis in particular.
So whenever it's finished, maybe we can have another talk. Hopefully we'll come back and present it at the Institut français. Bien, nous sommes arrivés au terme de ce débat et je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Alix et Alejandro pour nous avoir vraiment partagé avec vous voilà, le résultat un petit peu de leur parcours, de leur recherche, de leur analyse. ونحن نصل معكم إلى ختام هذه الجلسة مع السيدة أليكس والسيد أليخاندرو من خلال ما عرضوه لرحلتهم بالعملية والبحثية. On avait dit en introduction qu'on appelait de nos voeux un débat et un échange et je suis vraiment très heureux parce que cet échange il a eu lieu. Voilà, et vous n'avez pas été d'accord sur tout, il y a eu des questions, il y a peut-être eu des réponses, peut-être qu'elles n'ont pas été complètes, mais c'est ça aussi le débat, c'est ça aussi l'échange. Et moi, je suis très heureux qu'au sein de l'Institut français, eh bien, voilà, encore une fois, on ait un espace de dialogue, d'échange. Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu, encore une fois, entretenir cette belle dynamique d'interaction à l'occasion donc, de la venue d'Alix Philippon et d'Alejandro, que je remercie beaucoup. Et je vais vous inviter maintenant donc, à découvrir l'exposition photo et les deux documentaires qui ont été tournés par Alejandro en salle d'exposition. Ils ont été tournés par co-réalisés. Pardon, co-réalisés, excusez-moi. Oui, je ne veux pas faire de... Pardon, désolé. طبعا ونحن سعداء بأن يكون حقيقة في هذا النقاش وسعداء جدا بأن يكون المعهد الفرنسي مكان لهذا النقاش. طبعا بالتأكيد هنالك دائما جدليات من يتفق ومن لا يتفق ولكننا حقيقة أمام هذا النقاش الجميل. أنا سعيد بأن يكون في المعهد الفرنسي كل هذه النقاشات ونحن نتمنى أن يكون نقاشات أخرى. أود أن أشير إلى أنه حان الآن وقت المعرض وخلال المعرض سوف تكتشفون الصور الجميلة الذي تركته السيدة أليكس طبعا وأيضا سوف تشاهدون الفيلم الذي تم بشكل مشترك إخراج مشترك بين أليخاندرو وأليكس موجودين الفيلمين عشق وظل الشيخ. طبعا أتمنى لكم استمرارية جيدة. Et bien sûr, l'échange et le dialogue vont bien sûr pouvoir continuer. Ce n'est pas fini. وبالتأكيد هو هذا ليس أخيرا بالإمكان استكمال هذا النقاش في المعرض هنالك معهم. شكرا جزيلا لكم.